Imaginez-vous, vous êtes en vacances sur une île et vous décidez de partir faire un tour de bateau et malheureusement, vous vous retrouvez dans une tempête sur un tout petit bateau qui ne peut pas assumer ce déluge et imaginez que vous ne soyez jamais retrouvé. Enfin, si ce n'est beaucoup trop tard. Imaginez maintenant que vous soyez forcé d'épouser quelqu'un alors qu'il vous a violé et imaginez encore que proche de chez vous, une famille perd mystérieusement tous ses enfants. Sur Terre, il existe des mystères encore aujourd'hui non résolus. Des histoires d'un temps passé, mais qui sont tout à fait horribles, et enfin des maisons dans lesquelles on ne peut pas se douter que l'horreur se passe. Et donc, aujourd'hui, je vous raconte 3 histoires dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Un mystère, un kidnapping, mais vous verrez que c'est plus que cela, et des meurtres. Beaucoup de meurtres. Aujourd'hui, je vous raconte des histoires qui, j'en suis persuadé, vous marqueront à vie. Et pour le moment, partons pour la première histoire, qui s'intitule « Les disparus de Sarah Jo ». Pour cette histoire, nous faisons cap sur les îles Marshall, dans la partie nord de l'océan Pacifique, où se trouve Bocac, un minuscule atoll perdu au milieu de nulle part. Là-bas, vous ne trouverez absolument rien à part des plages de sable fin dont la civilisation ne sait que rarement approcher. D'ailleurs, si vous souhaitez vous y rendre, il vous faudra traverser plus de 300 000 marins, soit plus de 550 km, en direction de Wake Island pour entendre la voix d'un autre être humain. Et ça, c'est si vous avez de la chance, car Bocac, cet ancien avant-poste militaire, n'a plus aucun résident permanent depuis 2006. Ne reste que quelques personnes qui s'y rendent parfois afin d'entretenir les infrastructures et qui se hâtent de quitter ce lieu abandonné. La capitale des îles Marshall, elle-même peu habitée, est très éloignée de Bocac et elle est considérée, à juste titre, comme un des atolls les plus isolés du monde. En gros, si un naufragé, par hasard, s'échoue sur ce microscopique morceau de terre formant une zone d'à peine 3 km², de longues années pourraient s'écouler avant que sa dépouille desséchée ne soit retrouvée. L'atoll de Bocac, également appelé Taongi, ressemble en fait à ces îles désertes que vous pouvez entendre dans les grands récits d'aventure, sur lesquels les pirates sont abandonnés par leur équipage. Je pense que vous voyez. Ces bouts de terre, donc perdus dans l'océan, sont de ceux où l'on finit ses jours avec un pistolet chargé d'une seule balle pour seul échappatoire à une mort lente et douloureuse sous le soleil brûlant. L'eau, à ces endroits, évidemment, vient vite à manquer, tout comme la nourriture, car il n'y a rien de consistant à se mettre sous la dent sur Taongi/Bocac, où les chances de survie s'amenuisent très rapidement. Mais c'est là qu'un biologiste marin du nom de John Naughton entre en jeu, car il se rendit là-bas le 10 septembre 1988, avec 4 confrères, à la recherche de tortues de mer et d'oiseaux, dans le but d'étudier la possibilité d'en faire un sanctuaire pour la vie animale. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'en s'approchant d'un des atolls de Bocac, il aperçut quelque chose d'inattendu. Les restes d'un bateau et non loin de l'épave, un petit tas de pierres, aussi appelé cairn, que vous voyez maintenant en image, ça ressemble à ça, qui est en plus surmonté d'une croix en bois. John Naughton, le biologiste, pose alors le pied sur le îlot et jette un œil à l'intérieur de cet amas de cailloux, dont le contenu fait froid dans le dos. Disposé comme pour une cérémonie funéraire, s'y trouve du papier brûlé et des os humains. Le biologiste, troublé par cette découverte, se demande alors quel pauvre homme avait fini ses jours aussi loin de toute civilisation. Mais il savait déjà que la réponse se trouvait à plus de 3600 km de là. Première question, qui est-ce ? Bah oui, c'est ce qu'il faut essayer de découvrir. Et les premières vérifications confirment alors l'intuition du biologiste. Le numéro d'immatriculation du bateau, encore partiellement visible, est celui du Sarah Jo, disparu 9 ans plus tôt au large de la baie de Hana, à Hawaï. Cette embarcation, John Naughton la connaissait bien, et comme bien d'autres volontaires qui avaient participé aux recherches et espéraient retrouver son équipage perdu dans l'immensité du Pacifique. Puis les analyses ADN achevèrent de vérifier son hypothèse. Les os retrouvés sur Bocac appartenaient à Scott Moorman, un des jeunes hommes disparus en mer en février 1979. Mais qui est cette personne ? Alors qu'il était fasciné depuis sa plus tendre enfance par les plages paradisiaques, Scott Moorman avait quitté sa Californie natale au milieu des années 1970 pour aller vivre dans l'état de Hawaï.
Alors qu'il est âgé de 22 ans, il s'installe sur l'île de Maui, plus précisément dans le petit village de Naik, tout près de la baie de Hana. Sociable, le jeune homme y rencontre d'autres personnes qui partagent son rêve de vivre au jour le jour sous le soleil, dont Peter, Benjamin, Ralph et Patrick. Cette bande, qui devient très vite copain et qui est connue pour avoir tous les cheveux longs avec de la barbe et pour se promener toujours torse-poil, sont surnommés les gorilles de Naiku. Et ils forment alors un groupe uni par une solide amitié. La vie est douce pour ces Américains issus, peut-être l'aurez-vous deviné, de la culture hippie, car ils passaient leur journée à boire des bières, jouer au football et prendre le bateau pour aller pêcher quelques poissons. Au début de l'année 1979, les gorilles de Naik donc voulurent s'accorder un peu de bon temps. Benjamin emprunte alors le petit bateau à moteur de son frère afin de passer avec ses amis une journée de détente en mer. Mais vous l'aurez compris, celle-ci va vite tourner au cauchemar. Le dimanche 11 février 1979, après avoir rempli leur glacière de bière et de soda en passant par l'épicerie du coin, les 5 amis embarquèrent sur le Sarajo, un tout petit bateau de seulement 5 mètres de long. Sur le coup de 10h du matin, lunettes de soleil sur le nez et joint à la main, évidemment, ils quittent la baie de Hana pour malheureusement ne plus jamais revenir. C'est pourtant un début de matinée des plus ensoleillés, avec un climat extraordinairement agréable pour cette période de l'année. Dans un entretien accordé à la presse locale en 2009, le père de Peter déclara que l'océan était même le plus plat et le plus calme possible. Le climat, donc, qui ne laissait rien présager à la terrible tempête qui allait s'abattre sur Scott et ses amis, fut rapidement masqué quelques heures plus tard par d'immenses nuages. Le vent se leva rapidement en fin de matinée, faisant tanguer le petit bateau de la bande de Naik. Malheureusement, cette petite barque blanche, conçue pour les petites parties de pêche, n'est pas de taille à affronter les tempêtes de l'océan, et dès le début de l'après-midi, les vents violents deviennent un ouragan, et des marins qui se trouvaient sur les fûts ce jour-là racontèrent que malgré leur bateau plus imposant, ils avaient eu l'impression d'être pris dans des rapides. Imaginez donc la bande de Naik. Quelques heures après, en pleine tempête et inquiets de ne pas voir les 5 amis rentrer, leurs proches alertent les secours et le Sarajo est officiellement porté disparu. Si évidemment personne n'osa se l'avouer au départ, les chances de retrouver cette minuscule embarcation dans l'immense océan étaient plus que minces. Malgré la tempête, plusieurs bateaux furent envoyés par les gardes-côtes à la recherche de la petite embarcation et un hélicoptère fut chargé de survoler les environs. Mais la nuit qui commençait à tomber et les éléments déchaînés mirent fin aux premières recherches, qui étaient impossibles à mener dans de telles conditions. Elles ont repris le lendemain et ont continué pendant des semaines. En tout, c'est 44 avions qui furent déployés, survolant durant des centaines d'heures les environs de Hawaï dans l'espoir de retrouver le Sarajo. Les autorités ont fini par se rendre à l'évidence. Les gorilles de Naiku étaient sans doute déjà morts et leurs corps perdus en mer. Mais malgré l'abandon des autorités, les proches des 5 amis portés disparus ne baissèrent pas les bras. Scott, Peter, Benjamin, Ralph et Patrick sont des maris, des pères, des amis qui ne peuvent être abandonnés ainsi. Leur entourage a donc réussi à réunir 50 000 $ de dons et à continuer les recherches, avec des équipements même plus performants. Car selon le père de Peter, les gardes-côtes étaient très mal équipés. Leur avion n'était pas fait pour les recherches en mer et ne permettait pas de quadriller efficacement les zones. Après 4 nouvelles semaines d'efforts sans trouver la moindre trace des pêcheurs du Sarajo, ils finissent par eux aussi mettre un terme à leurs recherches, laissant l'énigme de la disparition en suspense durant 9 ans. Lorsque donc John Naughton, le biologiste, on y revient, je vous le rappelle, retrouve l'épave et les os de Scott Moorman à 3600 km de Naiku, les proches du défunt furent confrontés à un nouveau mystère. Comment avait-il pu se retrouver sur cet atoll isolé, si loin des côtes de Hawaï? Il décide alors de recruter un détective privé dans l'espoir de réussir à retrouver son ultime voyage. Julie, la sœur de Scott, est intimement persuadée que son frère a réussi à naviguer et qu'il était encore en vie lorsqu'il s'est échoué sur Bokak. Rien ne permet toutefois de le confirmer et le détective, lui, démontrera alors le contraire. Aucun effort physique n'était en fait requis pour atteindre Bokak depuis la baie de Hana. Il suffisait, en fait, de se laisser porter par le courant pendant des jours. De plus, en inspectant le Sarajo, le détective constate que des cheveux de Scott, qui n'aurait pu se séparer de son crâne qu'après la décomposition du corps, se trouvent dans le bois du bateau.
Scott Moorman n'a donc vraisemblablement jamais quitté le bateau, ce qui veut dire que des personnes ont découvert son corps, encore accroché à l'épave, et se sont chargées de l'enterrer. Malgré la longue distance qui sépare le continent asiatique de Bokak, il n'est pas rare que des équipages venus de Taïwan s'aventurent dans les environs pour des activités de pêche illégale. Le détective remarque alors que le rituel suivi pour les funérailles de Scott Moorman correspond à leur tradition. Convaincu que la construction du cairn et les papiers brûlés sont l'œuvre de pêcheurs taïwanais, le détective privé avance alors une théorie. Ils ont découvert les restes du naufragé, à qui ils auraient alors offert une sépulture, puis ont ensuite repris leur route sans prévenir les autorités des îles Marshall par peur d'être arrêtés. L'hypothèse se tient, mais laisse toutefois une dernière zone d'ombre. Que sont devenus les 4 compagnons de Scott Moorman? Selon l'un des pêcheurs ayant participé aux recherches pour tenter de retrouver le Sarah Joe en 1979, ils ont tout simplement été balayés pendant la tempête. Si Scott a traversé seul l'océan, ce serait uniquement parce qu'il aurait eu la bonne idée, qui ne l'aura malheureusement pas sauvé, de s'encorder au bateau. Le détective est du même avis et a également une théorie pouvant expliquer pourquoi il a été le seul à s'accrocher. Il pense que pendant la tempête, le Sarah Joe s'est trouvé à un moment donné tout près de l'île de Kauai, située au nord de Honolulu. L'embarcation aurait été si proche des côtes que Peter, Benjamin, Ralph et Patrick ont peut-être pu tenter de nager sur cette courte distance à travers la tempête dans l'espoir d'atteindre la terre ferme vivant. En tout cas, que la théorie soit vraie ou non, une chose reste certaine, on ne les a jamais retrouvés. Évidemment, la vidéo ne s'arrête pas là, et on part maintenant pour une histoire de kidnapping. Bon, d'habitude je vous fais toujours un petit teaser en vous demandant si vous êtes prêts, mais là, c'est bel et bien le cas. Est-ce que vous êtes prêts? Car cette histoire va autant vous indigner, vous rendre triste, horrifié et même fier à la fois. Bref, nous allons plonger dans un nouveau kidnapping horrible qui a changé l'histoire de tout un pays. Un kidnapping terrifiant, dégoûtant, mais qui entraînera des actions auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre. Ah, et je profite du petit quart de la vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça me soutient énormément et c'est gratuit. Et sur ce, pour ce coup-là, j'espère que vous êtes vraiment prêts, encore une fois, car cette histoire, ça va être une masterclass. Je vous le dis. Bon, déjà pour commencer, connaissez-vous l'enlèvement amoureux? Une tradition ancienne, pour le moins originale, dirons-nous. Bref, commençons. En ce beau mois de juillet 1962, Vera Minnelli rentre chez elle à Santa Monica, un village de Sicile au bord de la mer. Elle a alors 16 ans et demi, elle est très brune comme toutes les filles du pays ou presque, et surtout, Vera Minnelli est ravissante. Une bombe quoi. Et comme si cela ne suffisait pas, elle fait aussi partie des privilégiés. Alors que les paysans de la région sont très pauvres, sa famille possède plusieurs hectares de vignes qui produisent un cru de vin réputé. Tous ces atouts que lui a donné l'existence devraient la rendre heureuse. Mais cela ne l'empêche pas d'afficher une mine sombre. Mais pourquoi? Vera Minnelli vient alors de revenir de l'institution religieuse où elle était interne et où elle vient d'achever ses études. Du moins, c'est ce qu'a décidé son père, Giuseppe, qui l'élève seul depuis la mort de sa femme. Mais la jeune fille, elle, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Dès les politesses terminées avec son père, elle lui fait part de ses intentions, quelque peu différentes, sur un ton déterminé, où elle explique l'année d'après qu'elle compte aller à Catane. Giuseppe Minnelli a alors un sourire. Il adore sa fille unique. Elle est intelligente, pleine de vie, mais elle est aussi rêveuse, et à son goût, elle a parfois des lubies que, malgré toute sa bonne volonté, il a du mal à comprendre. Sans doute, pour lui, ce qu'elle vient de lui dire est la dernière d'entre elles. Il lui demande alors pourquoi faire, elle voudrait aller là-bas. Ce qu'elle lui répond simplement et rapidement, pour aller au lycée, je veux passer mon bac. Je vous rappelle que nous sommes dans une autre époque et que les femmes, elles n'avaient pas les mêmes droits que nous. Donc c'est surprenant et hors du commun, à l'époque en tout cas. Son père l'écoute, mais encore une fois, comme si ce n'était qu'une simple lubie passagère, mais elle continue en lui expliquant que l'idée ne vient pas en fait directement d'elle, mais de ses professeurs, car elle est la meilleure de sa classe partout, et qui lui ont conseillé de poursuivre ses études. Giuseppe Minnelli soupire. Il sait qu'il ne sert à rien de se vacher. Il décide alors d'expliquer calmement à sa fille les évidences qu'elle ne semble pas comprendre, d'après lui.
Il lui explique alors qu'elle est son seul enfant et que c'est son mari qui reprendra le domaine, car il n'a pas de fils. Et il continue en expliquant qu'une femme ne doit pas être plus cultivée que son mari, et que si elle devient, je le cite, un singe savant, plus aucun homme ne voudra d'elle et ils perdront l'exploitation à sa mort. Mais Vera lui explique qu'elle a envie d'autre chose. Et cette fois, Giuseppe Minelli sent l'irritation le gagner. Il décide donc de mettre fin à cette conversation qui n'a aucun sens pour lui, en lui disant que de toute façon, elle restera à Santa Monica et qu'elle choisira un mari, et puis c'est tout. Bonne ambiance. Et vraiment, les femmes, franchement, ça me tue de penser ça, mais le nombre de femmes qui n'ont pas dû faire ce qu'elles voulaient de leur vie, genre elles sont passées sur Terre et elles ont juste fait ce qu'elles devaient et pas ce qu'elles voulaient, quelle tristesse, franchement. Bref, c'est un autre sujet. Bon, on en est toujours au même point, et étant donné la beauté et la richesse de Vera Minelli, les prétendants ne manquent pas. Mais parmi eux, Giuseppe a bien évidemment, en plus de l'interdire de continuer ses études, déjà fait son choix. Un certain Adolfo Silva, qui appartient à l'autre famille aisée de Santa Monica, et qui possède une exploitation agricole ancienne et prospère. Les rumeurs disent que les Silva ont des liens avec la mafia, mais le père s'en fiche car la réunion des deux fortunes serait aussi profitable aux uns qu'aux autres. Le jeune homme est alors invité et les Silva, qui ont visiblement les mêmes projets, retournent rapidement l'invitation. Du côté des deux jeunes, les sentiments sont moins réciproques. Si Adolfo, de son côté, se montre empressé, Vera, elle, est réticente, même si le garçon ne lui déplaît pas vraiment. Il est alors un peu plus âgé qu'elle, il vient de fêter ses 20 ans, et il est incontestablement beau garçon, avec ses dents blanches et son teint mat. Il est bien bâti, et sa chemise entrouverte laisse voir un torse puissant. Mais son physique est à peu près sa seule qualité. En l'entendant parler, Vera comprend ce qu'a voulu dire son père en parlant de l'instruction des filles. Le garçon est incapable d'émettre autre chose que des paroles chiantes. Pour lui, l'univers se limite à Santa Monica et à l'équipe de football de Catane. Elle imagine alors l'accueil qu'il lui aurait fait si elle était sortie de l'université. Il aurait vraiment eu l'impression de se trouver en face d'un monstre et aurait pris ses jambes à son cou. Ça me tue parce qu'elle le termine, mais elle a bien raison. Mais pourtant, toutes ces réflexions, Vera Minelli les garde pour elle. Elle ne repousse pas vraiment Adolfo Silva et elle reste comme indifférente, car elle est encore sous le coup du refus de son père. Et quand, à la fin 1962, les deux familles s'entendent sur les fiançailles, elle finit par admettre que se marier avec un garçon de Santa Monica est son destin. Elle se dit alors que Adolfo lui fera de beaux enfants, alors pourquoi pas. Elle se dit aussi qu'elle pourra toujours changer d'avis plus tard. Les fiançailles ne sont pas le mariage, et même en Sicile, on ne peut rien sans le consentement de la jeune fille. C'est déjà ça, même si bon, comme on peut le voir, c'est quand même bien théorique, hein. Bref, les fiançailles se font et durent 6 mois, et comme selon la coutume, les jeunes gens ne sont en aucun cas laissés seuls, et l'une ou l'autre des amies de Vera est toujours là pour tenir la chandelle. Mais c'est une précaution inutile, car plus le temps passe, plus Vera se rend compte qu'Adolfo n'est décidément pas l'homme qui lui convient. On s'en doutait un peu, hein. Ce n'est pas à cause de son manque d'instruction. Après tout, elle pense pouvoir s'en accommoder. Non, ce qui lui devient vite insupportable, c'est l'autosatisfaction qu'il affiche en permanence. Adolfo est le type même du mâle sicilien beau parleur et misogyne. Insupportable quoi. D'ailleurs, un jour, il n'hésite pas à lui dire « Vous allez être sur le cul, vraiment ?» Tu connais la Monica Bellone? Vera a effectivement entendu parler de cette fille du village, qui est toujours célibataire à 30 ans et qui a la réputation d'être facile. Elle lui répond, un peu surprise. Pourquoi me parles-tu d'elle? Et il lui explique que pendant qu'elle était au collège, ils sont restés 6 mois ensemble et qu'elle sait y faire, si vous voyez ce que je veux dire. Puis il enchaîne en lui expliquant qu'il lui en fera profiter quand ils seront mariés. Sans compter qu'apparemment, il y en a eu d'autres qui n'étaient pas maladroites non plus, et qu'il a donc une sacrée expérience. Bref, la pire manière de parler à une femme quoi. Et d'ailleurs, cette fois c'en est trop pour elle, et elle sait désormais à quoi s'en tenir. Alors, elle explique clairement à son père qu'elle n'épousera pas Adolfo, car elle ne l'aime pas. Ça dégage. Giuseppe Minelli a beau appartenir à la vieille école, et il a beau être contrarié dans ses projets, il a toujours adoré Vera, et son bonheur passe à ses yeux avant le reste. Pas totalement, faut croire, mais bon. Mais il va tout de même trouver le père d'Adolfo pour lui annoncer la décision de sa fille. Les fiançailles sont alors rompues, et les deux familles reprennent leur chemin. Mais qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer? Ça pourrait s'arrêter là, ce n'est pas le cas, évidemment. Sinon, ça serait pas dans cette vidéo sûrement. Pas sûrement, c'est sûr.
Donc c'est un retour au point de départ, et Giuseppe Mieli invite d'autres jeunes gens et les présente à Vera. Étant donné la beauté et la fortune, il en vient de bien plus loin que Santa Monica. C'est même tous les garçons de la région en âge de se marier qui défilent dans la maison des Minelli. Pourtant, tout ça ne sert à rien. Vera n'en trouve aucun à son goût, elle y met pourtant pas, comme on pourrait le croire, de la mauvaise volonté, car si l'un d'entre eux lui plaisait, elle accepterait sans hésitation. Mais il n'y a rien à faire, c'est leur mentalité qui lui déplaît. Avec des degrés et des nuances, ils ressemblent tous à Adolfo. Des gros lourds quoi. Puis les années passent et nous sommes à présent au début 1965. Vera Minelli commence à se dire qu'elle ne se mariera jamais et que ce n'est pas à Santa Monica, ni même en Sicile, qu'elle trouvera l'homme capable de lui plaire. Pour avoir des chances de le rencontrer, elle devrait aller sur le continent, dans une grande ville, de préférence à Rome, Turin ou Milan. Mais pour cela, à part qu'elle est mineure et qu'elle devrait attendre sa majorité, il lui faudrait rompre avec sa famille, et elle ne le veut pas. Adolfo, le retour, et de son côté le coco, il ne s'est pas marié non plus, car il était vraiment tombé amoureux de Vera, et après 2 ans et demi, il en est toujours épris. Il a même tenté plusieurs démarches auprès de Giuseppe Mieli pour essayer de le faire revenir sur sa décision, mais le père de Vera n'est pas revenu sur celle-ci. Mais c'est alors qu'un petit événement se produit à Santa Monica. Un nouvel instituteur est nommé dans l'école de Vera. Il est jeune, mais il ne ressemble pas du tout au garçon du village, car il vient du continent. Il est plutôt chétif, et il a l'air perdu derrière ses énormes lunettes de myope, et d'ailleurs, il est potentiellement réellement perdu au milieu de ces paysans qui parlent avec leur fort accent sicilien. Au départ, c'est en partie par compassion que Vera vient le trouver, un soir, après la sortie des classes. Et aussi parce qu'elle veut lui demander s'il a des livres à lui prêter. La lecture est pour elle indispensable, car elle lui permet d'affirmer son indépendance dans un pays où seuls les hommes ont le droit de se cultiver. L'instituteur l'accueille avec empressement, puisque c'est la première fois que quelqu'un de Santa Monica lui rend une visite amicale. Vera, de son côté, est surprise. Bah oui, parce qu'en fait, le petit enseignant n'est pas beau, avec ses cheveux crépus et ses épaules étroites, mais il s'exprime calmement et intelligemment. Elle apprend alors qu'il est originaire d'un faubourg de Gênes et qu'il a demandé ce poste attiré par le soleil. Il lui parle aussi de la mentalité des gens de chez lui qui est très différente de celle-ci et Vera l'écoute avec intérêt. Pour la première fois, un garçon ne se vante pas et ne se croit pas obligé de lui faire la cour. Puis l'instituteur lui prête plusieurs livres qu'elle lit rapidement et la semaine suivante, elle vient lui en demander d'autres. Ils discutent ensemble, tranquillement, sans arrière-pensée, et Vera lui emprunte d'autres livres. Bref, une routine et un lien s'installent. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette histoire en fait? Elle est où l'horreur et tout machin? Attendez Attendez, soyez patient, ok? Vous allez pas être déçus. Enfin, ça dépend, un petit peu quand même. Mais pas pour l'horreur, ça vous serez servi, y a pas de problème. Bref, puis quelques mois plus tard, alors qu'elle sort à nouveau de chez l'instituteur, elle rencontre Adolfo Silva, avec un air menaçant, on va dire. Tu étais encore chez l'instituteur? Qu'est-ce que tu fais chez cet étranger? Gérald du visage et lui explique que ça ne le regarde pas et que de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Mais il enchaîne lui en expliquant que lui l'aime toujours et il essaye aussi d'être plus tendre. Et il lui explique que s'il ne s'est pas marié, c'est à cause d'elle et qu'il l'attendra le temps qu'il faudra. Puis, il approche la main d'elle, mais Vera repousse brutalement la main du garçon qui s'est posé sur son bras. Va-t'en, tu me dégoûtes. Marie-toi avec qui tu voudras, mais moi, tu ne m'auras jamais. Tu m'entends? Et pendant qu'elle s'enfuit, elle entend dans son dos la voix d'Adolfo. Une voix plus que menaçante. Tu as eu tort de me repousser, Vera. Puis le lendemain, un peu par provocation, Vera revient trouver l'instituteur. Cette fois, elle reste plus tard dans son petit appartement, au-dessus de l'école communale, et elle y retourne même les jours suivants. Alors, entre les deux, les choses commencent à changer. À l'amitié intellectuelle succède un sentiment plus profond et plus tendre, mais l'instituteur est timide et il n'ose pas se déclarer. Mais Vera espère qu'il finira par se décider. Et ce jour-là, elle lui dira oui. Ils iront alors vivre ailleurs, sur le continent, car elle refuse de rester en Sicile. Mais dans le village, on se met à lancer des rumeurs et on désapprouve cette amitié entre une fille de Santa Monica et un étranger. Les gens, qui se mêlent pas de leur cul clairement, commentent en soupirant « Le malheureux Adolfo en aimerait pas être à sa place. » Et quelquefois, ils ajoutent à mi-voix « Il lui reste une solution, l'enlèvement amoureux. » Je suis déjà vénère, ça m'énerve déjà.
Allez, on respire et on fait la suite, hein. Allez. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'enlèvement amoureux du coup? C'est charmant comme expression, non? En fait, ça évoque toutes sortes d'histoires, plus folles les unes que les autres. Certaines remontent même à l'Antiquité, comme l'enlèvement de la belle Hélène par le berger Paris, qui a entraîné la guerre de Troie. Et au Moyen-Âge, la tradition se perpétue. Les romans de chevalerie sont pleins de belles enfermées dans leur donjon que des livres d'héroïques princes charmants. Bref, ça encore, ce sont de belles histoires, mais quelles que soient ces diverses formes, l'enlèvement amoureux représente toujours le triomphe de l'amour. Sauf en Sicile, évidemment. Ici, cette tradition manifeste de la manière la plus brutale et la plus dégradante l'infériorité de la femme dans les mœurs qui régissent la société sicilienne de l'époque. Oui, parce que l'enlèvement amoureux, ce n'est pas l'enlèvement du preux chevalier qui vient aider la princesse en haut de la tour, hein. Non. Vous allez voir, c'est tout autre chose. Bref, après toutes ces explications, nous sommes maintenant le 26 décembre 1965. Le grand domaine des Minelli est presque vide, car Giuseppe est parti rendre visite pour quelques jours à des amis, et les garçons de ferme sont absents. Ils sont en congé, car nous sommes le lendemain de Noël. Il ne reste alors que Vera et Graziella, la bonne. Un peu avant minuit, 2 voitures freinent dans la cour, dans un crissement de pneus. Leurs phares sont éteints et leurs plaques maculées de boue pour être illisibles. Puis, une demi-douzaine d'hommes en sortent, armés de fusils. Tous portent des foulards sur le visage, sauf, je pense que vous avez déjà compris, Adolfo Silva. Sous sa direction, ils montent tous directement dans la chambre de Vera, qui est alors surprise dans son sommeil et est emmenée de force, malgré ses hurlements, ses coups de poing et ses coups de pied. La bonne, qui est alors réveillée par le vacarme, les voit passer devant elle, impuissante et tremblante de peur. Quelques secondes plus tard, les 2 voitures repartent et disparaissent dans la nuit. Sur le siège arrière, Vera Minelli crie et implore. Adolfo, qui est au volant de la voiture, rigole et lui lance « Eh bien, demande à ton petit instituteur de voler à ton secours. » Finalement, au bout de quelques minutes de route dans la montagne, on s'arrête devant une maison de berger perdue dans les bois et Vera sait ce qui l'attend. Adolfo va la violer pour qu'elle ne puisse plus appartenir qu'à lui. Et ensuite, il n'aura qu'à descendre au village, faire à son père sa demande en mariage. Ah, vous avez compris l'enlèvement amoureux, hein? Mais s'agit-il vraiment d'un viol? Au fond de lui-même, Adolfo Silva ne se sent nullement coupable, car il ne fait au final qu'agir comme l'ont fait des générations de Siciliens avant lui. C'est simplement une tradition, et pas n'importe laquelle, hein? Charmante tradition. Sarcasme, évidemment. Finalement, la nuit a passé, et dans la cabane isolée, Vera Minelli meurt de froid, de rage et de honte. Et Adolfo Silva vient de repartir avec ses complices, et il ne s'est même pas donné la peine de fermer à clé. De toute façon, à quoi bon? Adolfo connaît bien les coutumes, et il sait bien qu'il ne servirait à rien pour Vera de s'enfuir. De toute façon, pour aller où et pour quoi faire? Puisque maintenant, tout le village est au courant, et maintenant, elle est déshonorée. Et plus un seul homme à Santa Monica, et même dans toute la Sicile, ne voudra d'elle. Désormais, Vera, selon la tradition et la vision des gens, ne peut plus qu'être sa femme, puisque, de mémoire de Sicilien, il n'y a jamais eu une exception à cette règle. En apprenant la nouvelle, Giuseppe Minelli est rentré très vite et il a tout de suite compris. L'auteur de l'enlèvement amoureux est Adolfo Silva, que la bonne Graziella a en plus reconnu. C'est d'ailleurs ce que ce dernier a voulu en ne se masquant pas. Giuseppe n'est néanmoins pas inquiet sur le sort de sa fille, mais triste pour elle. Il sait aussi qu'elle ne l'aime pas et il aurait voulu qu'elle soit heureuse. Mais il est trop tard. Dans quelques heures, Adolfo va lui faire sa demande en mariage et il acceptera. Putain, c'est vraiment horrible. Moi, je le tue. C'est ma fille, je le tue. Il vient et me demande sa main, mais je me demande comment ça a pu exister, franchement. Bref. Son père, lui, se dit qu'il le fera pour le bien de sa fille et pour que toute sa vie, elle ne soit pas une réprouvée. Pendant ce temps, dans le plus grand des calmes, au village, on commente l'événement avec excitation. Ah oui, carrément. Et oui, parce que, enfin, Santa Monica a eu son enlèvement amoureux. D'ailleurs, les vieux du village se souviennent du précédent, qui remonte à plus de 50 ans. Et les gens sont fiers du comportement d'Adolfo Silva, car lui, au moins, c'est un homme et un vrai Sicilien. Je m'en remets pas, hein, je vous jure. Il est alors presque midi quand Giuseppe voit arriver Vera avec sa chemise de nuit déchirée et qui porte des traces de coups et de griffures de ronces. D'une voix précipitée, elle déclare « Je vais aller chez les gendarmes ».
Comme son père reste là sans voix, elle explose et lui crie que Adolfo l'a enlevée, qu'il l'a séquestrée et violée, et qu'elle va porter plainte. Mais Giuseppe Minelli soupire. Pour lui, sa fille est sans doute sous le coup du choc nerveux. Il s'approche donc d'elle et lui parle calmement en lui disant que maintenant, elle doit épouser Adolfo. Mais elle est bien décidée à ne pas le faire, et elle dit à son père qu'il peut la traîner à la cérémonie ou devant le maire, et même devant n'importe qui. Elle répondra non. Et bravo, vraiment, qu'il aille se faire enculer. Et du coup, sous les yeux de son père encore sous le choc, elle monte en courant dans sa chambre pour s'habiller et Giuseppe décide simplement de ne rien faire. Dans le fond, lui aussi désapprouve cette pratique, même s'il n'a jamais osé se dresser contre elle. Vera, par contre, elle a ce courage, et il ne peut s'empêcher de l'admirer au fond de lui. Aussi, quand quelques minutes plus tard, elle redescend de sa chambre, l'air décidé, il l'embrasse et lui souhaite bonne chance. Vera se rend alors immédiatement chez les gendarmes et entre dans le bureau de l'officier, qui la regarde avec un grand étonnement, et elle ne lui laisse pas le temps de parler et lui dit qu'elle va porter plainte contre Adolfo Silva. Mais le gendarme reste là, bouche bée, puis finit par rigoler comme si de rien n'était. Il lui dit que c'est sûrement l'effet de l'émotion et qu'elle ne va tout de même pas porter plainte contre son futur mari. Putain, même les gendarmes sont dans le truc quoi, ça me... Waouh. D'ailleurs, il ajoute qu'il lui adresse toutes ses félicitations. On est en plein délire quand même, hein. C'était il y a 60 ans, putain, c'est fou, c'est pas il y a si longtemps, hein. Vera préfère alors l'ignorer. Elle indique simplement qu'elle n'épousera pas Adolfo Silva et qu'elle vient pour porter plainte pour viol et que lui, eh bien, il doit enregistrer sa plainte et faire son enquête. L'officier s'arrête une seconde mais finit par acquiescer tout en ajoutant que de toute façon, plus aucun Sicilien ne voudra d'elle. La réplique, enregistrée dans le dossier de la police, est immédiate et cinglante. Et moi, je ne veux plus d'aucun Sicilien. Mais Vera Minelli a choisi une voie difficile en bravant seule un village et des siècles de tradition. Et elle sait qu'on ne lui pardonnera pas. Elle continue par la suite à voir régulièrement l'instituteur et elle se rend chez lui tous les jours après la classe et n'en sort que tard le soir. Pendant ce temps, dans la rue, on l'évite et les commerçants refusent de la servir. Pour tout Santa Monica, c'est elle la coupable. Et en refusant d'épouser Adolfo, elle est devenue en plus une menace pour la communauté et tout le monde discute dans son dos. On la traite clairement de prostituée et on se dit qu'elle ferait mieux de partir. Mais bientôt, c'est pire et les réactions se font plus violentes. Les enfants courent même derrière elle en lui lançant des injures. Un soir, on jette même des pierres contre les volets de l'instituteur et le lendemain, c'est sa voiture qui a été vandalisée. Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit, mais vraiment tranquillement, hein. En vrai, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une enquête? Car les gendarmes se contentent d'interroger les uns et les autres, et pour eux, c'est l'unanimité. Adolfo a juré qu'il n'avait rien fait, et tout Santa Monica le suit, évidemment. En plus, alibi en béton. Pendant la nuit du drame, tout le monde l'a vu au village. Il a 10 voire 20 alibis. C'est parce qu'il est innocent, le pauvre. Vous voyez bien. Je le hais, c'est bon. Mais un vrai témoin, il y en a pourtant un. C'est la bonne de la famille de Minelli, Graziella. Elle est âgée d'un peu plus de 40 ans et elle est au service des Minelli depuis une vingtaine d'années. Elle est en plus très dévouée à la famille et spécialement à Vera. Mais quand elle lui demande d'aller raconter sa version aux gendarmes, elle refuse et elle dit qu'elle ne peut pas. Mais Vera insiste, car elle sait qu'Adolfo a fait exprès d'être non masqué pour que sa bonne le reconnaisse. Et Graziella le sait aussi que c'est lui, mais elle a peur, vraiment peur. Car je vous le rappelle, la famille de Adolfo semble être liée à la mafia. Alors, elle a peur pour sa vie. Et c'est ainsi que l'enquête est clôturée et qu'elle se termine par un non-lieu. Et au fur et à mesure du temps, pour Vera, comme pour l'instituteur, la vie devient rapidement impossible. Mais le viol qui a eu lieu a tout de même décidé l'instituteur à avouer ses sentiments à Vera et ils ont même décidé de se marier. Il a lancé sa demande de mutation pour être affecté sur le continent, mais l'administration est lente. Très lente. Vous savez ce que c'est. J'ai pas envie de vous lire la suite en fait, mais bon. Nous sommes maintenant le 25 juin 1966, soit environ 6 mois après le drame, mais un nouveau arrive et le village est en ébullition. Car après l'enlèvement, il y a maintenant eu un meurtre. Oui, car on vient de retrouver sur la route le corps de Vera Minelli, abattu de 3 balles. Pour tous, l'identité du meurtrier ne fait aucun doute, car le pauvre, il était tellement plein, ce malheureux Adolfo. Est-ce étonnant s'il vient se faire justice? Bien sûr, un meurtre c'est grave, mais au moins on peut dire qu'il a gardé le sens de l'honneur. Et oui, c'est ce qu'il se dit dans le village, premier deuil. Quant à Vera, personne ne s'attendrit sur son sort. D'après les gens,
Elle a eu la fin que pouvait attendre une fille perdue et une putain. Heureusement, cette fois, l'enquête est menée sérieusement. Mais Adolfo Silva, qu'on interroge sans relâche, a un alibi inattaquable et on ne peut rien prouver contre lui. Sans doute a-t-il fait agir un complice, peut-être même un tueur professionnel. Finalement, l'enquête s'étend dans toute la Sicile, et même sur le continent. Mais c'est peine perdue, car en réalité, personne ne sait rien. Ou en tout cas, vous l'aurez compris, ne veut rien savoir. Et l'enquête se termine de nouveau par un non-lieu. Le meurtre de Vera Minelli ne sera jamais éclairci. Mais, et on va dire que c'est une belle fin en soi, son courage et son sacrifice n'auront pas été inutiles, car l'affaire fait beaucoup de bruit, non seulement en Sicile, mais dans toute l'Italie. Et en ce milieu des années 1960, la libération des mœurs misogynes n'a pas encore eu lieu, mais elle est proche. Une partie de l'opinion, et les femmes en particulier, se révoltent contre ces pratiques barbares, et petit à petit, les autorités sont obligées de plier, et donc la police reçoit des nouvelles instructions. Après tout ça, jamais plus l'horreur, comme je viens de vous la raconter, ne s'est reproduite. Et Vera Minelli a été la dernière victime de l'enlèvement amoureux. Je suis quand même content de vous avoir raconté cette histoire, puisque souvent, quand on raconte une histoire d'un meurtrier, elle est concentrée sur lui et sur son histoire. Et on parle très peu des victimes, en effet. Normal, ce qui intéresse les gens, c'est le meurtrier, sa psychologie, etc. Ce que je peux comprendre, ça m'intéresse aussi. Par contre, aujourd'hui, cette histoire, elle est tournée d'une manière différente. Le meurtrier est en second plan et la victime en premier. Et son courage a quand même changé le destin de tout un pays, comme je le disais en introduction. Et ça, c'est quand même beau, même si sa fin est totalement tragique. Et ce n'est toujours pas fini, car nous partons maintenant dans une histoire horrible de crime féminin. J'espère que jusqu'à maintenant vous avez tenu le coup. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, car l'histoire qui va suivre va vous faire des frissons dans le dos. Mary-Beth Rowe Tinning est ce qu'on peut appeler un cas à part dans l'histoire des mères infanticides. Ah oui, je vous balance ce qu'elle a fait direct, mais attendez, parce que ça va bien plus loin que vous ne le pensez. Elle est née en 1943 dans l'état de New York, et pour le coup, on n'a aucune certitude quant à l'enfance qu'elle a vécue. Selon elle, elle aurait subi de nombreux traumatismes, mais son entourage affirme que rien de dramatique ne lui est arrivé. De son côté, elle raconte que, étant l'aînée de sa famille, elle a souvent été mise de côté par ses parents qui lui préféraient son frère. Jusqu'à son mariage en 1965, elle vit dans un petit village plutôt isolé et elle raconte se faire chier comme un rat mort. Elle raconte que souvent ses parents, pour la punir, l'enfermaient pendant des jours dans sa chambre où elle tentait de ravaler sa rancœur face aux injustices dont elle était victime. Et, en dehors de ces punitions, Mary-Beth avait la tâche de s'occuper de sa mère qui était devenue invalide quelques années plus tôt. Puis, le temps passe et elle rencontre un certain Joe Tinning. C'est un homme stable qui a un bon emploi et avec qui elle se marie rapidement. Mais le jeune couple Tinning, pour on ne sait quelle raison, va vivre 20 ans chez les parents de la jeune mariée avant de s'installer dans leur propre maison. Ah, les squatteurs! Non, potentiellement pour s'occuper de la mère, on va dire, je pense, peut-être. On sait pas en fait. De son côté, le couple est bien vu, il est apprécié, et ça malgré une attitude étrange lorsqu'il s'agit de consolider une amitié. Régulièrement, ils se retirent et ne donnent aucune nouvelle, ni d'explication à leur silence. Elle est vue comme calme et introvertie, et lui comme un homme qui aime rester devant la télé. Le temps passe et Mary-Beth trouve un travail d'aide-soignante dans le service de pédiatrie d'un hôpital. Pour son entourage, rien d'étonnant, puisqu'elle a toujours manifesté son désir de venir en aide aux autres, surtout s'il s'agit de bébés. Mais Mary-Beth veut trop en faire, au point que ses collègues pensent qu'elle veut masquer son manque d'assurance et son incompétence en recherchant la reconnaissance continuellement. Bon, là, ils cassent peut-être les couilles pour rien, hein, les collègues aussi. Si elle a envie de bien travailler et d'en faire plus, elle fait ce qu'elle veut, non? Bref, ne la défendons pas non plus. On va voir la suite. Bon. Mais la vraie personnalité de la femme se révèle quand elle échoue aux examens lui permettant de travailler aux urgences. Elle devient alors obsédée par l'argent et le vol. Et en 1974, elle est signalée auprès des services de police pour avoir volé les bénéfices du club de bowling dans lequel elle joue. Elle est arrêtée et entendue par les agents de police qui découvrent alors une femme qui semble mentalement instable. Mais ces derniers classent l'affaire. Et oui, autre époque, et on ne se rendait pas autant compte de la dangerosité d'une personne,
mentalement instable. Après tout ça, elle se met aussi à dépenser de façon compulsive l'argent du couple, qu'elle dilapide dans des achats dérisoires et inutiles. Alors évidemment, le mari manifeste clairement son mécontentement, mais ce dernier se retrouve juste après aux urgences pour une tentative de suicide, mais les médecins ont quelques doutes. Son état est si grave qu'il est dans le coma. Mais finalement, une fois sorti de celui-ci, il ment pour protéger sa femme, ce qui sera prouvé par la suite. Mais à ce moment-là, tout le monde le croit. Bon, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'elle devient mère infanticide? Vous êtes pressé quand même, je trouve. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Eh bien, cette partie-là commence au tout début du mois de janvier 1972, avec la petite Yennefer, qui meurt une semaine après sa naissance, mais on conclut alors à une mort naturelle. Le 20 janvier, Mary-Beth arrive aux urgences avec dans ses bras son fils Joseph, qui est sans vie. D'après elle, il a fait une violente crise d'épilepsie, et elle supplie qu'on le sauve tout en pleurant. Malheureusement, il est trop tard, et aucune autopsie n'est pratiquée. Le 20 mars de la même année, c'est au tour de Barbara, 4 ans, qui est soi-disant victime d'un arrêt cardiaque. Cette fois, une autopsie est ordonnée, mais le rapport confirme l'arrêt du cœur. Mary-Beth, qui est alors ruinée, reçoit pour la 3e fois l'argent d'une police d'assurance servant à payer les obsèques des enfants. Mais elle l'utilise pour faire le strict minimum pour l'enterrement, et le reste, elle le dépense dans les centres commerciaux pour se consoler. Décidément, l'année 1972 n'aura pas été placée sous une bonne étoile pour la pauvre famille Tinning. Sarcasme, évidemment. Puis, en 1973, un nouveau malheur frappe la famille. Juste avant Noël, le 10 décembre, Timothy Tinning, qui a alors 2 semaines, s'étouffe pendant son sommeil. Et c'est sa mère qui le retrouve mort dans son berceau. Le médecin, qui constate le décès, ne connaît rien de la mère Tinning et conclut à une mort subite du nourrisson. 2 ans plus tard, cette fois, et oui, ça ne s'arrête jamais, c'est aussi pour ça que c'est un cas à part, car habituellement l'alerte est donnée plus tôt. Bref, 2 ans plus tard, le 2 septembre 1975, Nathan, 5 mois, meurt d'un œdème pulmonaire. Puis le 2 février 1979, Marie, 2 ans et demi, meurt elle aussi accidentellement. Puis, le 24 mars 1980, Jonathan, 3 mois, décède d'une maladie inconnue que même l'autopsie ne parvient pas à identifier. Et encore, le 2 août 1981, Michael, enfant adoptif des Tinning, 3 ans, meurt d'une embolie pulmonaire. Puis le 20 décembre 1985, Tammy, 3 mois, est morte étouffée. Diagnostic, mort subite du nourrisson. Bon, va peut-être falloir se poser des questions là, non? Et heureusement, c'est ce qu'il se passe. Et malgré le destin tragique qui semble s'acharner sur la famille Tinning, l'hôpital signale le cas étrange des enfants du couple. C'est pas trop tôt. Alors la police se rend chez Mary-Beth et l'arrête. Elle est entendue le 4 février 1986 et avoue directement être une mauvaise mère. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle n'avoue que 3 infanticides, ceux de Tammy, de Timothy et de Nathan, qu'elle a, selon elle, étouffé à l'aide d'un gros oreiller. Elle raconte l'avoir fait alors qu'elle entendait les pleurs des autres juste à côté. Horrible, en lisant ça j'en ai eu des frissons, je vous cache pas. Bref. Durant l'interrogatoire, elle ne manifeste aucun sentiment et aucun remords. Elle raconte simplement les faits avec une tranquillité malsaine. Puis elle prétend ensuite ne se souvenir ni du nom de ses enfants, ni de leur date de naissance, et bien sûr, absolument pas de leur mort. Après analyse, et selon les experts, c'est la perte de la petite Yennefer qui a tout déclenché, car elle est née avec une tumeur au cerveau qui l'a tuée très rapidement. Et oui, c'est bien la seule qu'elle n'a pas tuée elle-même. Et donc, le choc fut tel que Mary-Beth se serait donné une sorte de mission délirante, quasi divine, de protéger ses autres enfants en les faisant trépasser. Pas sûr du concept, mais bon. Les experts affirment aussi que dans son délire, elle n'avait pas conscience de son acte, mais qu'elle savait tout de même qu'il fallait le masquer pour continuer sa mission. Mary-Beth est donc arrêtée, jugée, et compte tenu de son état mental, elle n'est pas condamnée à la peine maximale encourue pour ce genre de délit, mais à 20 ans de prison. Elle aurait peut-être eu besoin surtout d'aller en psychiatrie. Mais bon, encore une fois, une autre époque. Parmi toutes ces histoires, on ne voit qu'une chose, l'horreur de la réalité. Entre l'homme qui s'est retrouvé piégé dans une tempête, qui a vraisemblablement passé des jours et des jours à mourir de faim et de soif, et qui a ensuite été enterré sur un petit îlot très loin de son point de départ, pour seulement être retrouvé sous un tas de pierres, enfin ce qu'il en restait, quelques années plus tard. Entre l'histoire de cette tradition horrible qu'est l'enlèvement amoureux, qui a fait souffrir et entraîner le viol de Vera Minnelli, mais aussi sûrement de tant d'autres avant elle, et qui peut-être
existerait encore si elle n'avait pas tenu bon jusqu'au bout. Et avec les infanticides, des crimes considérés comme les plus horribles et les plus incompréhensibles par la plupart des gens. En plus, ce n'est pas 1 ou 2 enfants qui sont morts. Non, c'est bien 8 enfants qui sont décédés dans cette histoire, sans compter la première, qui serait morte d'une tumeur. Nous voyons donc bien, à travers ces histoires, que l'horreur peut être partout. Mais j'aimerais tout de même finir sur quelque chose de positif. Car il ne faut pas, je pense, simplement se laisser aller à l'acceptation et à la résignation. Non, je pense qu'il faut, en contrepartie, pour contrebalancer toutes ces choses, de votre côté, faire le bien.